Bonsoir à tous, nous nous retrouvons ce soir pour un nouvel épisode du Forum du Parti de la France. L'épisode de la semaine dernière sur la Coupe du Monde au Qatar vous a visiblement beaucoup plu et justement, qu'est-ce que nous avons comme actualité concernant la Coupe du Monde? Des personnes déguisées en croisées qui font comment je pourrais dire, qui font le buzz, qui font polémique sur ce sujet. Donc, quoi de mieux que de parler finalement des croisades? Et pour parler des croisades, bien évidemment, j'invite le meilleur historien du camp national, selon moi, Scipion de Salmes. Bonsoir Scipion. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Donc Scipion de Salmes, vous êtes historien ainsi que rédacteur sur plusieurs journaux, notamment le Rivarol. Vous Oui, êtes un habitué maintenant des épisodes du Forum du Parti de la France et des entretiens avec Epona. Et nous avons Victor de la Gillardec. Et vous aussi, vous êtes déjà venu participer à une émission du Forum du Parti de la France. Vous êtes militant du Parti de la France. Bonsoir Victor. Bonsoir. Je précise à toute fin utile que je ne suis pas historien, donc je m'excuse d'avance des quelques erreurs et approximations que je suis susceptible de commettre. Ah mais Scipion sera là pour vous corriger, Victor. Ça me fait aucun doute. Je n'en doute pas. Continuons. Je vous rappelle bien sûr que nous sommes sous le coup de la loi que nous respectons bien évidemment. Je rappelle les règles, ou plutôt la règle, elle est toute simple. Allumer son microphone lorsque l'on souhaite s'exprimer, couper son microphone lorsque l'on a terminé. L'émission se compose en deux parties. La première où je vous pose quelques questions à mes invités. La deuxième où ce sont directement vous, chers auditeurs, qui pourrez poser les vôtres. Nous parlerons bien sûr évidemment un petit peu d'actualité comme à chaque fois. Chers invités, vous pouvez rebondir bien évidemment sur les réponses de l'un et de l'autre. Je vous invite à être loquace. Scipion de Salmes, commençons d'abord par contextualiser tout ça. 11e siècle, donc il y avait jusque-là la dynastie abbasside qui autorisait les rituels chrétiens en Terre Sainte. 11e siècle, c'est aussi le début du wahhabisme et de tout un tas de choses. C'est très simple. Quand on vous dit les croisades, comme vous savez, il y en a plusieurs de croisades, il y en a 8, mais nous parlons par défaut souvent de la première. Afin de poser le contexte historique, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment s'est déroulée cette croisade et pourquoi celle-ci est restée dans nos mémoires? oui, très volontiers Alexandre. Alors, deux petites remarques. Les Abbassides pèsent plus rien du tout au XIe siècle, hein. Ce sont éventuellement les Fatimides qui possèdent l'Égypte, qui influencent la Terre Sainte, ou les Turcs seldjoukides qui contrôlent l'ensemble du Proche-Orient. Ce sont tous des musulmans très agressifs contre les chrétiens. Et les Wahhabites ont été inventés au XVIIIe siècle, hein, donc bien après, et c'est la doctrine fondatrice de l'Arabie saoudite, hein. Si vous m'avez invité à corriger les approximations des uns et des autres, je peux me permettre. Maintenant, enchaînons avec le XIe siècle. Ce qui frappe en Europe, c'est que c'est un pouvoir très éclaté, hein. C'est le temps des seigneurs et des chevaliers. Donc, l'administration se fait vraiment au niveau local, puis un peu au-dessus au niveau des grandes principautés. L'exemple typique au XIe siècle, qu'on connaît très bien, c'est le duc de Normandie. Guillaume le Conquérant, puisque c'est l'un des plus puissants des ducs en France. Il est allé jusqu'à conquérir l'Angleterre et il réussit dans sa conquête. Le XIe siècle, donc, il y a encore au-dessus de ces principautés des royaumes et un empire. Donc, le royaume de France qui existe, même si le roi Philippe Ier, à la fin de l'époque, n'a pas grand pouvoir, et un empire romain germanique, donc qui couvre l'Allemagne, les Pays-Bas et en théorie la moitié de l'Italie, hein. Donc, on a en fait deux grands États issus de l'empire de Charlemagne qui a éclaté 2 siècles plus tôt. Il y a de très grands conflits entre les papes et les empereurs pour savoir qui mérite finalement de diriger la chrétienté, au moins une forme de direction morale et de plus grand prestige. À la fin du XIe siècle, c'est aussi la réforme grégorienne. Ça, c'est très important puisqu'on fait en sorte que toutes les charges dans l'Église soient assumées par des clercs qui ont fait des études sérieuses, qui soient soumis à des examens et qui ne dépendent absolument pas du pouvoir politique, hein. C'est la volonté d'indépendance de l'Église, volonté de réforme morale. Donc il y a une conséquence dans la deuxième moitié du XIe siècle, c'est qu'on interdit l'ordination d'hommes mariés en Occident, hein, pour avoir une Église absolument pure. Donc on décide que les prêtres doivent être systématiquement, ce n'était pas le cas avant, systématiquement célibataires.
Donc, dans le cadre de toutes ces réformes, il y a l'idée chez tout le monde qu'au-delà des principautés, des États, il y a un ensemble qui est la chrétienté, qui se confond à peu près avec l'Europe. Et cette chrétienté, de ce point de vue, est attaquée par des États musulmans, que ce soit les États musulmans d'Espagne, donc ils sont agressifs contre les chrétiens. C'est même une dynastie d'origine marocaine au XIe siècle, que ce soit donc les Seldjoukides qui attaquent l'Empire byzantin. Ce sont les chrétiens de langue grecque, c'est le grand empire au sud-est de l'Europe et qui est en difficulté avec le pape suite à la rupture de 1054, mais c'est une rupture, disons, d'ordre personnel entre un pape et un patriarche. C'est pas encore un schisme définitif, comme on l'écrit souvent. Donc, ce qui se passe à la fin du XIe siècle, c'est que cet empereur byzantin, terme qui date du XVIe siècle, donc postérieur au fait, mais on l'en prendra pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc l'empereur byzantin appelle à l'aide le pape en lui demandant de lui envoyer des mercenaires occidentaux, mais motivés pour se battre pour la chrétienté contre les Turcs musulmans qui envahissent l'est de l'Empire byzantin. Dans le temps long, les Turcs musulmans ont d'ailleurs gagné, ça donnera la Turquie. Enfin, à l'époque, ce n'est pas encore fait. Donc l'idée du pape, le pape Urbain II, c'est d'aider l'empereur byzantin pour libérer l'Anatolie des Turcs et de façon générale, si possible, libérer les chrétiens d'Orient. Donc le pape se sent à charge des âmes de tous les chrétiens, y compris les chrétiens d'Orient, qui sont encore un quart ou le tiers de la population. On l'oublie toujours et maintenant il n'y en a presque plus, mais en Syrie, en Égypte, il y a encore un bon quart ou un tiers de chrétiens. Donc l'idée du pape, c'est d'envoyer des combattants occidentaux se battre pour la chrétienté. Donc il y a déjà eu des précédents, notamment en Espagne. On a plus de 2 siècles de lutte, avec un début de tentative de libération de l'Espagne par Charlemagne. Donc Barcelone, par exemple, est libérée par Charlemagne, mais c'est tout au nord de l'Espagne. Donc il y a encore 2 siècles de lutte. Et le pape Urbain II invente la chose, sinon le terme, de croisade, à savoir que les combattants chrétiens qui décident de se croiser recevront une protection spéciale de l'Église sur le plan institutionnel qui garantira notamment tous leurs biens quand ils ne seront pas là, et ils recevront, et à l'époque on y croyait vraiment, donc des indulgences spéciales, c'est-à-dire s'ils meurent au combat, à la croisade, ils feront très peu de purgatoire, voire ils iront directement au paradis. Donc ça c'est du premier degré, les gens y croient vraiment, et c'est avant tout par solidarité pour les chrétiens d'Orient. Secondairement, il y a l'idée d'accomplir un pèlerinage à Jérusalem, qui est une des villes phares de la chrétienté, sous occupation musulmane depuis le 7e siècle. Mais cette idée ne doit pas être exagérée, puisque la vraie capitale de la chrétienté, depuis le 4e siècle, c'est Rome, où siège le pape. Voici pour indiquer les choses en 5 minutes. Merci beaucoup, Scipion. Et d'ailleurs, vous aviez raison de me corriger. Quand j'ai préparé cette émission, j'ai fait un contresens dans mes lectures. J'ai confondu le calendrier hégérien, islamique, avec le calendrier que nous utilisons. Donc c'est un petit peu embêtant, je vous l'accorde, concernant cette histoire de wahhabisme. Et merci beaucoup pour ce résumé en quelques minutes. Je reviens vers vous juste après. Victor de la Gilardais, à l'instar des inquisitions qui sont surabondamment utilisées dans l'éloquence, dans la rhétorique gauchiste pour démontrer la soi-disant violence catholique face aux gentils étrangers. Vous pensez, vous aussi, comme ces infâmes gauchistes, que les croisades sont des méchants blancs contre des gentils humains racisés ? Alors, notre ami Scipion a adressé ici un tableau assez complet du contexte des croisades, et je pense qu'il est important, dans un premier temps, de nuancer effectivement ce que les gauchistes ont tendance à dire à ce sujet. C'est que ils aiment bien mettre en porte-à-faux les croisades avec la violence récente, notamment des islamistes, en disant que la religion catholique a elle aussi son taux de violence, qu'elle a elle aussi ses déboires et ses événements passés, ce qui est d'une mauvaise foi crasse, car l'agenda poursuivi dans le cadre de la conquête des islamistes, l'agenda qui est leur, n'est pas du tout celui des catholiques au moment des croisades, comme nous l'a exposé Scipion. Il ne s'agit pas des mêmes
mêmes tenants, des mêmes aboutissants. Vous faisiez une référence à l'instant à l'Inquisition, et je pense que c'est intéressant car ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, car c'est un autre sujet sur lequel il y a beaucoup de mensonges et d'approximations au sens historique. Concernant les croisades, donc ce n'est pas à renvoyer dos à dos avec le djihad, ça n'a pas la même teneur. Scipion l'a précisé, il y avait l'idée, notamment dans les croisades, d'aider les chrétiens d'Orient, car oui, on ne vient pas en Terre Sainte, du moins si j'ai bien de bons souvenirs de mes livres d'histoire, pour convertir les musulmans, mais avant tout pour sécuriser les populations chrétiennes présentes sur place. Et un des autres enjeux était, si je me souviens bien, aussi de permettre aux pèlerins d'aller se recueillir sur le Saint-Sépulcre, chose qui leur était impossible en raison de la présence notamment des Seldjoukides. Vous m'arrêtez, Scipion, si je commets une erreur. Non, non, c'est très juste. Et d'ailleurs, les gauchistes sont de grands ignorants puisque l'Inquisition apparaît au plus tôt au XIIIe siècle. Donc, on ne risque pas d'avoir des inquisiteurs parmi les croisés au XIe et XIIe siècle. Ah oui, je me suis mal exprimé dans mon introduction. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, dans l'argumentation du mauvais catholicisme, on nous parle toujours de l'Inquisition qui cramait des millions de personnes, alors qu'en réalité, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu moins de personnes brûlées pendant toute l'Inquisition européenne pendant ce siècle que pendant un mois pendant la Révolution française. S'il faut digresser sur l'Inquisition, si je m'en réfère à mes cours d'histoire du droit, l'Inquisition, elle était avant tout venue pour mettre en place une procédure. C'était en raison de l'hérésie cathare, et c'était pour dire ils ont droit à une défense, ils ont droit à un procès équitable. Ça a donné lieu à une procédure juridique qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle la procédure inquisitoire. Là, en réalité, la plupart des massacres pour des faits de religion qui ont eu lieu à cette époque-là étaient le fruit de laïcs, d'assemblées laïques. Pas de gens missionnés de près ou de loin par l'Église. Donc, c'est profondément injuste la mémoire qu'on a de l'Inquisition, alors que c'est au contraire une institution qui est venue pondérer et amener de la nuance dans un débat qui était extrêmement vivace et violent. Oui, je laisserai Scipion s'exprimer s'il le souhaite pour me corriger ou pour corriger Victor. Mais en plus, de toute façon, il n'y a rien à corriger, c'est très juste. Il faut au contraire corriger tous les bruits malveillants et hystériques des gauchistes qui ne connaissent pas l'histoire, ou alors ils voient le Moyen-Âge à travers les visiteurs. Il faut l'avouer, c'est assez ça. Donc, sérieusement, l'Église a tenté au contraire de faire des procès sérieux et réguliers. Sinon, ça se passe au niveau du village et c'est le lynchage. Le voisin qu'on n'aime pas, on dit qu'il est un sorcier et on le tue tout de suite. C'est affreux, mais ça pouvait arriver au XIe siècle. Et l'Église a imposé des procès réguliers, d'abord dans le cadre diocésain, puis des procédures spéciales, donc, mais c'est sous la protection pontificale à partir du XIIIe siècle avec l'Inquisition. Et c'est pour l'époque des procédures très sérieuses, très peu mortelles, et contrairement aux clichés, peu de torture. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais il y en avait peu. Et ça, c'est le romantisme noir du XIXe siècle, violemment anticlérical, qui a inventé des tas de tortures. Donc c'est vraiment l'imagination assez discutable d'un certain romantisme, absolument pas la vérité historique. La notion même de Moyen-Âge, s'il me souvient bien, est en grande partie due au XIXe siècle et à la nécessité de mettre en avant une époque contemporaine à l'époque qui était nécessairement beaucoup plus civilisée que celle passée, notamment pour justifier les acquis de la Révolution, si je me souviens bien. En fait, c'est la Renaissance qui invente le Moyen-Âge pour en faire une immense parenthèse entre eux et l'Antiquité. Donc ça remonte au XVIe siècle. Eh ben, parfait pour ces précisions. Et d'ailleurs, il me semble que l'Église catholique n'a pas le droit de verser le sang, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, ça me rappelle un petit peu cette histoire, alors c'est bien plus tard dans l'histoire, mais de chasse aux sorcières. Les chasses aux sorcières, si je ne dis pas de bêtises, c'était surtout présent en Amérique du Nord et finalement assez peu en Europe continentale. Et là aussi, on nous parle toujours du catholicisme qui crame les roues ou qui noie des gens pour prouver qu'ils ne sont pas sorciers ou qui les jette en haut de la colline. Bon, c'est une vision très réinventée et pessimiste de l'histoire. Scipion, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, dur que les sorciers et les sorcières, c'est au fond une obsession des XVIe et XVIIe siècles. C'est très tardif et surtout en pays protestants.
Donc quand c'est arrivé aux États-Unis avec les sorcières de Salem, c'était parce que c'était d'origine des protestants anglais particulièrement excités, les puritains. Donc les protestants ont brûlé à peu près 20 fois plus de sorcières que les catholiques. Donc c'est quelque chose comme 8000 par rapport à 400, si on fait des comptes sérieux. Absolument. Et d'ailleurs, pour finir cette parenthèse sur l'Inquisition, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 3000 personnes sur 600 ans décédées par l'Inquisition, contre, à titre de comparaison, 300 000 pendant les 10 ans de la Révolution française. Si je fais une erreur, je compte sur vous, Scipion, bien sûr, pour me corriger. Et Scipion, justement, revenons à vous. Très stable. Oui. Ah bah, parfait. Revenons à vous. Donc je suppose que vous connaissez l'islam et que vous savez ce qu'est le djihad, le combat pour l'islam. Que répondez-vous à ceux qui expliquent que le djihad que nous connaissons parfois en Europe est comparable aux croisades de l'époque? Parce qu'il y en a qui disent ça. Alors déjà, il faut replacer sur le plan historique, le djihad, c'est la fondation de l'islam, et même avant l'islam au sens strict, hein, puisque l'islam prétend avoir été fondé dans les années 620. On pense, les historiens sérieux, que c'est vraiment fixé avec leur Coran en 710. Hein. Enfin, c'est, disons, dans le bouillonnement islamique du 7e siècle, le djihad est fondamental, c'est-à-dire la guerre sainte. Hein. C'est une guerre sainte et une guerre d'agression. C'est surtout ça qui est important, c'est qu'ils pensent qu'Allah leur demande rigoureusement de prouver leur foi en attaquant tous les non-musulmans. Donc ça, c'est très agressif et c'est initial. Alors attention, hein, tous les musulmans ne sont pas comme ça, mais c'est vraiment un des fondements de leur pratique dès l'origine. Et ils ont fait des conquêtes fulgurantes. Hein. En 150 ans, ils sont allés des limites de la Gaule jusqu'à Poitiers. Là, on est vraiment au cœur de la France, à Poitiers, jusqu'aux limites de la Chine. Hein. Donc 150 ans de conquête avec un fanatisme religieux agressif et malheureusement pour l'humanité efficace. Hein. Maintenant, les croisades, certains historiens, c'est pas complètement faux, disent que c'est une forme de réaction, mais de réaction défensive, c'est-à-dire que la chrétienté, attaquée par le djihad, doit se défendre. Donc c'est certes une guerre sainte, donc on peut gloser sur la ressemblance théorique entre les guerres saintes, mais c'est une guerre sainte défensive, que ce soit pour défendre l'Europe ou pour défendre les chrétiens d'Orient, qui étaient déjà au XIe siècle en train de se faire massacrer. Et malheureusement, au début du XXIe siècle, nous en sommes à la phase finale de la disparition des chrétiens d'Orient. Merci beaucoup, Scipion, pour votre réponse. Victor de la Gilardet, un petit peu de légèreté avec cette question. Je ne sais pas si vous savez, c'est une petite anecdote. Quand j'ai dit que je ferais une émission sur Réhabilitons les croisades, j'ai reçu des messages d'auditeurs qui m'ont dit « Mais attends, c'est complètement illégal ce que tu fais, etc. » Et quand je leur ai demandé des explications, c'est parce qu'ils ont lu « Rétablissons les croisades ». Donc, petite erreur de lecture, effectivement, mais ça m'a beaucoup fait rire. Et du coup, Victor, ça m'a inspiré une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas envoyer des croisades dans nos banlieues pour récupérer nos terres perdues? Alors, effectivement, on peut voir un symbole très fort dans les croisades qui est inspirant pour beaucoup de choses concernant l'époque contemporaine, car il s'agit tout de même d'une action politique à l'état pur. On cesse de tergiverser, on cesse de parler au risque d'être anachronique dans ce contexte, bien évidemment, vu que l'anecdote remonte à beaucoup plus tard, mais on ne parle pas du sexe des anges et on agit. Mais oui, sans peut-être la dimension religieuse, en tout cas dans un premier temps, il y a une nécessité d'action directe, d'action politique, concernant les territoires que l'on est en train de perdre. Maintenant, si on parle des territoires premièrement concernés par les croisades en premier lieu, comme l'a souligné Scipion, on assiste à la phase finale de la disparition de ces populations, des chrétiens d'Orient, que ce soit les Coptes, les Maronites, les différentes églises assyriaques ou orthodoxes. Il y a une réelle chute démographique de ces populations, et Daesh, en Irak et en Syrie ces dernières années, n'a rien fait pour améliorer la situation. Alors, il est certain que, ça figure d'ailleurs dans le programme du Parti de la France, il est certain que si nous étions amenés à prendre le pouvoir demain, nous referions dans notre doctrine diplomatique et stratégique de la protection des chrétiens d'Orient une de nos priorités. Tout d'abord car sur le plan consulaire et diplomatique, ce sont des réseaux
absolument immense, qui est stratégique à posséder, à détenir. Ce sont des gens souvent très cultivés, très instruits, les chrétiens les chrétiens qui subsistent dans ces différents pays. Et pour des raisons historiques et d'ordre moral, il serait nécessaire effectivement de leur apporter tout notre soutien, toute notre protection, que ce soit en Arménie jusqu'à l'Afrique du Nord. Merci Victor d'avoir répondu à cette question. Revenons un petit peu à l'histoire. Scipion de Salm, il y eut 8 croisades au total entre le XIe et le XIIIe siècle. Hormis la première, d'autres croisades sont à retenir plus que d'autres selon vous? Oui, parfaitement. Donc les 8 croisades, c'est un tri qui a été fait au XIXe siècle par des historiens sérieux de l'époque, parce qu'il y a eu plusieurs dizaines de croisades. Donc le critère a été des grandes expéditions placées sous le signe de la croix. Donc c'était toute une cérémonie. On prenait la croix dans une église. Donc, expédition placée sous le signe de la croix, de la première qui part en 1095 et qui libère Jérusalem en 1099, parmi les dates à retenir, jusqu'à la 8e et dernière, c'est Saint Louis qui échoue devant Tunis en 1270. Je me permets de faire un peu de réclame pour l'émission sur Saint Louis avec Epona. J'explique ce qui s'est passé. Donc, parmi les grandes expéditions à connaître, il faut connaître la deuxième croisade. Donc, la deuxième croisade, elle a été notamment menée par le roi de France Louis VII. Donc, c'est important pour nous, puisqu'on est au milieu du XIIe siècle. Et le roi de France tente de prendre Damas. Ça aurait donné une profondeur aux États latins d'Orient et leur aurait permis de résister dans la durée. Malheureusement, le siège de Damas a échoué. Il faut aussi retenir la troisième croisade, puisqu'elle voit des vedettes de la fin du XIIe siècle. Elle fait donc toute une série de vedettes. Pourquoi? Parce qu'elle fait suite à la chute de Jérusalem en 1187 par Saladin, qui est un très grand homme de guerre musulman. Donc malheureusement pour les chrétiens d'Orient et les États croisés, Saladin était un très grand chef de guerre. Et la réplique a été à l'échelle européenne, avec l'empereur d'Allemagne, donc Barberousse, le roi de France Philippe le Bel et le roi d'Angleterre très connu Richard Cœur de Lion. Donc tous les trois s'en vont avec l'objectif de libérer Jérusalem vers 1190 et malheureusement ils échouent. Puisque l'empereur d'Allemagne se noie dans un cours d'eau au cœur de l'Anatolie, donc la Turquie actuelle, c'est malheureux, et les rois de France et d'Angleterre sont aussi rivaux pour la France, puisque c'est l'époque où le roi d'Angleterre, Plantagenet, contrôle toute la moitié ouest de la France, tout en étant en théorie vassal du roi de France, ce qui est un facteur de tension absolument extrême. Donc malheureusement, les deux rois ne s'entendent pas très bien et réussissent au mieux à libérer Saint-Jean d'Acre. Donc c'était le grand port du royaume de Jérusalem à cette époque, donc vers le nord de la Palestine actuelle. Et Richard Cœur de Lion, qui reste seul, échoue à libérer Jérusalem. Donc il faut le dire, c'est à la fois une grande aventure et un échec face à Saladin, qui est un très grand chef de guerre et un grand politique. Enfin, parmi les autres croisades à connaître, je vais très vite, il y a la quatrième croisade. Alors là, c'est le drame puisqu'elle est détournée. Elle prend Constantinople. Au lieu de libérer Jérusalem, elle prend Constantinople. Les croisés avaient été invités par un empereur byzantin déchu et chassé du pouvoir en 1203. Et il avait promis des sommes folles d'argent qu'il n'a jamais payées. Donc en 1204, ils prennent la ville. Donc ça, c'est pas la croisade la plus glorieuse. Enfin, elle existe et c'est important. Et notons qu'au XIXe siècle, comme on essaye de réhabiliter les croisades, celle-là, on assumait totalement au XIXe siècle, puisque c'est un célèbre tableau de Delacroix. Grande commande publique, les croisés qui prennent Constantinople. Donc c'est pas la plus glorieuse et ça a provoqué, hélas, des siècles de mésentente avec les orthodoxes.
Mais bon, c'est à connaître. Enfin, il faut connaître, bien sûr, les croisades menées par Saint Louis, donc celle en Égypte, hein, qui échoue vers 1250, et celle en Tunisie, qui échoue en 1270. Donc c'est très malheureux parce que les croisades 2 à 8 sont militairement toutes des échecs. Mais enfin, c'est des très grandes aventures, hein, et qui ont prolongé malgré tout la résistance des États d'Orient. Donc c'est une aventure à connaître, à redécouvrir, et je me permets de conseiller les ouvrages de René Grousset, écrits dans la première partie du XXe siècle, un très grand érudit qui reste passionnant et fort juste. Merci beaucoup Scipion pour vos réponses. Nous retenons donc les croisades qu'il faut absolument connaître en particulier. Victor de la Gilardais. Les chrétiens en ce moment se font de plus en plus rares. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué éventuellement. Nous avons le pape actuel d'ailleurs qui s'amuse à dire qu'il faut accueillir les migrants musulmans, qui fait des bisous sur les pieds des Noirs pendant Black Lives Matter. Est-ce que vous pensez qu'il y a un adoucissement peut-être de la chrétienté en Milan? Alors, concernant les institutions en elles-mêmes, oui, c'est évident. Depuis Vatican II, on a clairement un affaissement de toute volonté, à agir sur le monde, à défendre les intérêts des chrétiens de la part du Vatican et des autorités papales. En revanche, concernant les pratiquants eux-mêmes, j'ai tout de même l'impression qu'on a un effet inverse depuis quelques décennies, c'est-à-dire que les églises conciliaires ont été massivement désertées par les gens. Elles ne comptent que quelques personnes assez âgées, des familles qui sont toujours dans la tradition, mais plus pour des raisons sociales que de foi, et que l'avenir, en réalité, du moins en Occident, de l'Église, se trouve plutôt dans les courants traditionnalistes. Donc, il va sans dire, pour moi, qu'il ne pourra pas y avoir longtemps une dichotomie entre ce que disent les représentants de l'institution, entre ce que disent les cardinaux, ce que disent les autorités du Vatican, et ce que veulent entendre les croyants eux-mêmes. Donc, je pense qu'on est sur le bon bout sur la bonne pente actuellement. On remarque qu'il y a une démographie plus dynamique que jamais chez les traditionalistes et que la situation pourrait être amenée à changer de façon très positive concernant la composition du Vatican dans les prochaines années si cette démographie continue dans ce sens. Merci Victor pour votre réponse. Scipion de Salm, si je vous dis Jacques Le Goff, est-ce que ça vous parle? Historien justement sur cette période. Oui, oui, ça me parle, mais c'est pas le meilleur au sens où il est marqué par, disons, une histoire positiviste au milieu, voire semi-matérialiste au milieu du XXe siècle. Sa grande idée, notamment, c'est que les croisades ont été, disons, réalisées pour ouvrir des routes commerciales nouvelles vers l'Orient. Et à mon avis, c'est confondre la cause et les conséquences, hein, puisque les cités-États italiennes ont profité des croisades, en effet, pour développer leur commerce maritime vers l'Orient avec les épices, hein, qui venaient de loin de l'Inde via le Proche-Orient. Donc elles s'en sont beaucoup servies de ce commerce, mais c'est confondre la cause et conséquence, hein. Donc Jacques Le Goff, c'est pas du tout mon préféré. Et si je me permets un mot de politique et de religion, je ne vais pas paraphraser notre correspondant là qui est un peu optimiste, hein, sur la renaissance traditionnelle de l'Église, mais enfin justement, ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Le drame à l'heure actuelle, c'est que le pape François donne l'impression de ne pas y croire, hein, à l'Église et au message qu'il est censé enseigner. Donc c'est une forme de stade final de la décadence, que ce soit sur l'islam ou les questions humaines. Merci beaucoup Scipion, vous avez parfaitement compris ce que je voulais entendre sur Jacques Le Goff. Victor, vous semblez intéressé comme tous les patriotes à l'histoire. Comment vous jugez la transmission de l'histoire au sein de l'éducation nationale, et si vous le savez, particulièrement sur la période des croisades? Alors, le présente un avantage, c'est que je ne suis pas très âgé, donc j'ai 22 ans, donc j'étais encore au lycée il n'y a pas très longtemps. Il n'y a que récemment que j'ai quitté le secondaire. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que
la question de la période médiévale en général est très secondaire. Ce n'est pas une mauvaise rime de ma part, ce n'est pas, car je parlais effectivement de l'enseignement secondaire à l'instant, mais c'est quelque chose qui est au second plan, qui est très peu mentionné au profit notamment de l'époque plus contemporaine, au profit du 19e siècle et de l'histoire républicaine plutôt. Donc déjà, la transmission est complexe dans la mesure où si on ne fait pas preuve de curiosité, on apprend que très peu de choses sur cette période dans l'éducation nationale. Concernant les croisades, j'ai le souvenir de quelques cours que j'ai pu avoir en 5e ou en 4e où le sujet était mentionné. Alors, peut-être ai-je eu de la chance, mais je n'ai pas eu le sentiment qu'on nous a présenté une version très tranchée, très négative, mais plutôt on nous a plutôt présenté comme d'un fait historique s'étant déroulé dans un contexte précis. Après, peut-être était-ce davantage lié aux qualités intrinsèques de l'enseignant qu'à la teneur des programmes en eux-mêmes, mais oui, ce qui est le plus transmetteur du roman national et de l'histoire, en particulier de cette période-là auprès des masses, c'est davantage la culture populaire qui, elle, est clairement très peu instruite de ces sujets, très peu nuancée, étant nous présenter effectivement les croisades comme un genre de djihad catholique au Moyen-Âge, dont le but était uniquement de massacrer les musulmans. Donc, et l'éducation, ce que effectivement l'éducation nationale ne fait pas rien pour infirmer. Donc non, je pense qu'effectivement il n'y a pas de bonne transmission de ces sujets-là par l'éducation nationale et par le système public en général. Quand je regarde actuellement, ce qu'offre l'éducation nationale, notamment certains professeurs qui enseignent à nos enfants l'écriture inclusive, qui enseignent, à Bâle la diversité, qui enseignent dans les cours de langue, comment dire dans les langues, je sais pas moi, anglais ou allemand ou espagnol selon ce que vous apprenez, comment dire du bien des migrants. L'histoire n'est pas épargnée non plus, qu'on soit d'accord. Je sais pas si Scipion, vous avez un avis sur comment ça peut être intéressant d'avoir votre avis, vous étiez professeur, comment est transmise l'histoire, dans l'éducation nationale? En fait, notre correspondant était dans un bon établissement. Dans 90 des établissements, ils n'écoutent pas le professeur d'histoire. On va dire les choses simplement, donc quoi qu'il puisse dire, et hélas, les profs d'histoire sont un réservoir de gauchistes insupportables. Il y a, disons, pas un effet négatif réduit, mais enfin, le fait est qu'il y a une ignorance générale de l'histoire. À défaut d'enseigner des bêtises, ils n'enseignent rien du tout. Une ignorance générale et une hystérie, hein. À défaut de croire en des vérités spirituelles d'un autre monde, on a une forme de messianisme terrestre. La République devrait soigner tous les maux, et c'est vu comme une forme d'incantation magique, hein, quand il y a des populations qui ne peuvent pas vivre ensemble, comme on a ça dans à peu près tous les pays du monde où on fait cohabiter des populations trop différentes. Au contraire, on matraque ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est une forme de slogan, de mantra, de pensée magique, hein. Et je pense que je vais m'arrêter sur cette notion de pensée magique. À force de prétentions pseudo-scientifiques, de vouloir sortir du roman national, que je comprends de façon positive d'ailleurs, hein. On essaye d'expliquer aux enfants le passé, leurs ancêtres glorieux, sachant qu'on ne fait pas une œuvre universitaire en enseignant les choses aux enfants ou aux adolescents. On arrive à un stade de pensée magique et de pensée éclatée. C'est ça typiquement aussi de l'écriture inclusive. On fait des accords totalement délirants ou plus d'accords du tout. On renonce à penser, hein. Ça, c'est vraiment dramatique, c'est notre époque, c'est le stade ultime de la révolution, c'est la mort du langage et la mort de la pensée. Il est plus que temps de redresser tout ça. Absolument, il est plus que temps de redresser tout ça, Scipion de Salm. Et justement, vous m'avez envoyé René Grousset comme référence bibliographique, concernant justement les croisades. Quel autre historien de cette période vous pourriez nous conseiller? Et si vous en avez, lesquels sont à éviter? Oui, alors René Grousset est le meilleur, hein, donc à lire en 3 volumes. Et donc déjà, si nos auditeurs lisaient René Grousset, ça serait formidable, hein. Donc ça, lui, c'est vraiment lui à lire. Sinon, pour les croisades relativement tardives, notamment celle de Saint-Louis, il y a la biographie de Saint-Louis par Jean Richard, hein. C'est lui qui comprend mieux le XIIIe siècle
et Saint-Louis. Donc s'il y avait vraiment deux historiens fondamentaux pensant juste sur ce problème des croisades, c'est vraiment cela. Donc j'insiste, c'est les deux fondamentaux. Après, j'ai lu tous les autres et c'est très marqué par leur temps. Les grands auteurs du roman national du XIXe siècle sont souvent républicains. Alors d'un côté, ils exaltent nos seigneurs français qui sont allés se battre en Orient, mais de l'autre, ils attaquent la religion catholique avec tous les clichés anticléricaux du XIXe siècle. Au XXe siècle, on ramène tout à la matière, c'est-à-dire qu'il y aurait eu des prêtres manipulateurs qui auraient donc poussé les fidèles à servir des intérêts commerciaux. Donc c'est le schéma marxiste caricatural, qu'il soit totalement assumé ou non. Donc des bons auteurs, pour être honnête, on en a relativement peu. Les bons auteurs se font rares, c'est bien résumé. Je pose la question à vous deux, parce que de toute façon, c'est celui qui a la réponse peut le donner. Concernant les premières croisades, quel en est le bilan Scipion de Salme peut-être ou Victor? Est-ce que le bilan est plutôt positif ou négatif? Alors, j'y vais. Alors, le bilan de la première croisade est très positif, puisque première chose, l'Empire byzantin est sauvé. On ne retient que la quatrième croisade qui a aggravé les problèmes de l'Empire byzantin, mais on oublie qu'il a été sauvé, puisqu'en 1097, les croisés dégagent le gros tiers occidental de l'Anatolie et ça permet de prolonger pendant 2 siècles la vie des chrétiens byzantins. Donc ça, c'est assez formidable, très positif, et on l'oublie et on l'occulte toujours. Deuxième effet, il y a eu la création des États chrétiens d'Orient. Donc toute la côte est dégagée et devient un refuge sûr pour l'ensemble des chrétiens d'Orient, et j'insiste, c'est encore le quart, voire le tiers de la population locale. Et il y a le début d'une œuvre coloniale. Dans le cadre du XIe et du XIIe siècle, les seigneurs français s'implantent. Les ordres de chevalerie, ça, ce sont mes ordres préférés dans l'histoire de l'Église. Les ordres de chevalerie, j'avoue cette préférence, notamment les chevaliers teutoniques. Enfin, les ordres de chevalerie s'installent et créent une œuvre architecturale magnifique. On pense au Crac des Chevaliers, si on peut mettre la photo en commentaire, ou le château dit de la Saône, c'est des réalisations absolument magnifiques. Donc la première croisade, un succès total. Les croisades 2 à 6 assurent une survie partielle des États latins d'Orient. Donc ce n'est pas des triomphes, les musulmans finissent par l'emporter, notamment grâce à leur chef génial qui est Saladin à la fin du XIIe siècle. Mais enfin, il y a eu moins un bilan partiellement positif. Et j'insiste, c'est une œuvre magnifique qui a hélas fini par échouer, mais une œuvre absolument magnifique. Et c'est très dommage que les croisades principales cessent au XIVe siècle pour cause de guerres de 100 ans entre Français et Anglais. C'est très triste, mais c'est ça qui tue vraiment l'esprit des croisades. Merci Scipion. D'ailleurs, je tiens à préciser que les 3 livres que vous m'avez envoyés de René Grousset seront directement disponibles en lien dans les commentaires de l'émission sur le canal du Parti de la France. Peut-être quelque chose à rajouter, Victor, si vous le souhaitez. Enfin, quel est votre ressenti, le bilan des croisades? J'ai le sentiment, comme a dit Scipion, qu'il y a effectivement ce souvenir qui est encore, je pense, chéri par les chrétiens d'Orient, des États latins, d'une certaine implantation de la chrétienté en Orient. Mais on ne peut qu'avoir le cœur serré quand on voit cette fin tragique avec la victoire de Saladin et effectivement cet arrêt au XIVe siècle des croisades en raison de conflits en Europe beaucoup plus fratricides au regard du moins que l'on peut juger fratricide avec notre regard contemporain. Et bien, en tout cas, parce que je vais bientôt passer aux questions d'actualité, étant donné que ça fait 45 minutes que nous sommes sur ce sujet et que l'émission, la première partie fait environ 1 heure, bien évidemment les auditeurs auront des questions là-dessus.
Mais je vois actuellement que les musulmans ont des envies, soit par taqiyya ou par violence, de conquérir les terres d'Europe. Mais les croisades devraient rappeler aux musulmans que les chrétiens sont capables de calmer violemment leurs pulsions de haine et de conquête, et que le sang des croisés coule encore dans nos veines. En tout cas, chers amis, je vous remercie tout d'abord tous les deux pour avoir répondu sur les croisades. Nous allons traiter, comme chaque semaine, un petit peu d'actualité. Scipion, je vous avais senti scandalisé concernant le Rassemblement national et par rapport à l'avortement. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée à l'avortement, mais j'aimerais quand même avoir votre avis. Voilà, Marine Le Pen qui souhaite voir la loi Veil dans la Constitution, l'Assemblée nationale qui vote majoritairement pour. Qu'est-ce que vous en pensez, tout ça, d'un point de vue démographique? Je pense déjà d'un point de vue moral, hein, si on élève le débat, la Constitution, c'est les références politiques et morales fondamentales d'une nation. Et c'est très grave de vouloir faire de l'avortement comme une valeur sacrée, hein. On en est là. C'était les délires de la gauche féministe la plus extravagante dans les années 1970. Et voilà où en est le principal parti patriotique, hein, vision optimiste des choses, mais malheureusement, c'est très très grave, hein. C'est l'avortement, rappelons-le, c'est quand même tuer un enfant à naître, et dans 90% des cas, c'est des relations tout à fait normales, librement consenties entre adultes, hein. Donc on nous sort toujours des cas absolument abominables. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, un viol particulièrement atroce ou autre, mais dans 90% des cas, c'est des relations parfaitement normales et une droite nationale saine. Et c'était d'ailleurs l'ancien programme du FN, hein, y compris celui de 2002. Donc quand j'étais jeune militant avec Thomas Joly, on défendait le programme du FN de 2002, et il y avait la suppression de l'avortement et la multiplication des aides pour les femmes en détresse morale ou détresse financière, et la promotion de l'adoption, parce qu'il y a énormément de couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et justement, il y aurait des enfants dont les mères ne veulent pas. Il y a tout simplement quelque chose de simple, hein, qui devrait être fait dans l'intérêt de la nation, et on n'ose absolument plus en parler. Donc je dis que c'est vraiment abominable, hein, si je me permets ce jugement de valeur, ce cri d'indignation. Marine Le Pen a renié absolument tous les fondamentaux du RN, hein. C'est impressionnant si on compare, il n'y a qu'à regarder en ligne, hein, le programme du FN de 2002 et ce que devient le RN. C'est vraiment abominable. C'est la pensée du Parti socialiste des années 1980. Et ça va d'ailleurs très bien avec son programme ultra-étatiste sur le plan économique. Donc Marine Le Pen, c'est une calamité, hein. On attend qu'elle se retire et qu'elle s'occupe d'un refuge de chats, où elle serait très compétente d'ailleurs pour s'occuper des chats, hein. Je le dis sans ironie, moi j'aime bien les animaux. Mais franchement, c'est le dernier stade de l'abomination. Donc, et être pour l'avortement dans la Constitution, et en plus même pas savoir de quoi on parle, parce que la loi Veil a été considérablement aggravée, hein. C'est même pas la loi Veil de 74. Il y a, on en parlera la semaine prochaine, enfin le PDF en parlera la semaine prochaine, il y a un délai qui a été allongé, il y a les garde-fous de la loi Veil qui ont été complètement supprimés, et c'est transformé, pour dire les choses simplement, une tolérance à un mal que l'on tolère en une chose absolument positive, hein. Donc sur le plan de la démographie, on a vraiment l'impression qu'on veut tuer la démographie française, puisque les Françaises avortent beaucoup plus que les immigrés. L'islam étant pas très clair, hein, sur l'avortement, mais enfin, en général, les familles immigrées conservatrices font beaucoup plus d'enfants et avortent beaucoup moins que les Françaises. C'est au passage une des conséquences de la déchristianisation. Les croisades deviennent impensables à l'époque du pape François, et même chose, le respect de la vie devient difficile. Je dis, quand on est patriote ou même nationaliste, qu'on a des convictions, il faut oser dire la défense de la vie, c'est fondamental, et la défense de la vie française, c'est vraiment une des bases du combat national en France. Merci beaucoup, Scipion. J'aimerais aussi avoir votre avis, Victor, concernant l'avortement et comme quoi la loi Veil sera dans la Constitution. Eh bien, je pense qu'on vit une époque qui, bon, à défaut d'être réjouissante et au moins intéressante, c'est-à-dire qu'on remarque que l'on a la prétention à donner valeur constitutionnelle à tout et à n'importe quoi. Qui sait, de moins, certaines lois mémoriales entreront aussi dans la Constitution. Enfin,
moi, face à ce genre d'actualité, je suis toujours partagé entre une forme de stupeur et une forme de d'hébétement, amusé devant l'absurdité du monde qui nous entoure. C'est très difficile de prendre au sérieux une époque qui est plus préoccupée par le besoin d'inscrire dans une constitution le droit de tuer les enfants à naître que de se préoccuper de ses intérêts nationaux. C'est complètement hors sol, et à plus forte raison venant d'un parti politique qui est censé représenter la voix du peuple et des patriotes. C'est comme l'a dit Scipion, l'indicateur profond de notre niveau de déchristianisation. C'est quelque chose qui, alors que les États-Unis ont retourné Roe versus Wade, d'actualité très réjouissante, et prouve bien qu'en France, on en est encore très loin. On a un peuple qui est totalement amorphe sur ces questions sociétales et des partis politiques qui le sont encore plus. Merci beaucoup, Victor. Restons dans le domaine de l'actualité. Vous savez qu'en ce moment, c'est la Coupe du Monde. Vous le savez, moi je l'ai su parce que je fais une émission dessus. Globalement, il y a Mbolo qui est un joueur de l'équipe nationale suisse qui est né au Cameroun. Donc la Suisse a affronté le Cameroun, il y a eu un but contre le Cameroun et Mbolo a refusé de célébrer ce but par respect envers son pays natal. D'ailleurs, les grands médias se sont emparés de cette histoire pour faire des jolis titres comme « Il respecte son pays natal », etc., etc. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous trouvez effectivement cette réaction comme respectueuse ou au contraire, qu'est-ce qu'il fait dans l'équipe nationale de Suisse et pas dans l'équipe nationale du Cameroun, Scipion? Non, je pense que c'est pas une bonne conduite, hein, parce que soit on est Camerounais, fidèle au Cameroun, on joue dans l'équipe du Cameroun, ou on ne joue pas, soit on considère qu'on est assimilé à la Suisse et on joue loyalement pour la Suisse. Ça, c'est un raisonnement purement théorique, hein. Si on choisit l'assimilation, pourquoi pas à titre individuel, c'est pas totalement impossible. Et j'ajoute que c'est qu'un jeu, hein, c'est un jeu de ballon au pied, hein. Je fais partie avec Henri de Lesquen et Jérôme Bourbourg des rares qui disent jeu de ballon au pied et pas l'anglicisme football. Enfin, le fait est que ce n'est qu'un jeu, c'est pas une guerre, hein. Qu'on veuille pas se battre contre sa patrie d'origine à la guerre, je conçois. Mais là, cette histoire est absolument ridicule. Enfin, sur le plan politique, considérons quand même que maintenant, c'est célébré d'être fidèle à ses origines à condition qu'elles soient surtout pas européennes, hein. Si moi je dis que je ne regarde pas les matchs de l'équipe dite de France de jeu de ballon au pied parce que la sélection panafricaine, je ne m'identifie pas du tout en tant que Français authentique, ça, je serais censuré à la minute, hein. On ne me laisserait pas parler, tandis que les origines diverses sont tolérées, diverses et incompatibles, hein. C'est ce que disait Thomas Joly lors des tensions fortes entre le Maroc et l'Algérie. Si jamais ils finissaient par se faire la guerre, on aurait les conséquences en France. Donc, tout ça, c'est assez insupportable. Bon, c'est une anecdote, hein, un peu glorieuse pour personne, mais enfin, c'est révélateur de la déliquescence de l'Europe. Merci beaucoup, Scipion. Si je devais répondre à cela, c'est certes la balle au pied n'est qu'un jeu, soit. Cependant, il y a énormément d'enjeux derrière, enjeux financiers bien sûr, d'images. Et comme je vois par exemple l'Allemagne qui fait une photo pour protester contre l'homophobie du Qatar et qui finalement se prend 2-1 par le Japon, je me dis que finalement ce jeu est vecteur d'une énorme propagande. Victor, qu'est-ce que vous pensez justement du comportement de l'Allemagne face à la réaction, enfin je sais pas si vous êtes au courant de l'histoire, si vous voulez je peux vous montrer la photo. C'était une photographie officielle de la FIFA où l'équipe d'Allemagne a décidé de se masquer la bouche pour soutenir LGBT. Alors, je veux bien que vous me montriez la photo tout d'abord, puis je vous livrerai mes impressions. De façon générale, concernant le ballon au pied, pour éviter un anglicisme qui serait fâcheux, même si nous ne sommes pas chez Radio Courtoisie, je ne pense pas, je sais, c'est un fait avéré qu'il y a une diplomatie du sport très importante, notamment autour de la Coupe du Monde. Et je ne peux pas m'empêcher de penser avec un certain amusement au désemparement dans lequel doivent se trouver certains responsables diplomatiques, notamment qataris, etc., devant ce genre
pitrerie qui, bon, témoigne certes d'une certaine volonté de soft power occidentale, mais certainement pas de son meilleur penchant, et de préoccupations secondaires. Attendez, là, sur cette photographie, on a des multimillionnaires payés pour courir après des ballons qui nous expliquent qu'ils vont défendre les droits des LGBT au Qatar, enfin. Le tout dans un stade climatisé, pendant qu'on nous parle de sobriété énergétique en Europe. On rejoint cette vision d'un monde complètement carnavalesque où plus rien n'a de sens. C'est triste, mais quelque part, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, j'ai envie de dire. Merci Scipion, difficile quand même de rire dans cette situation. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire de brocanteur qui a tué un agent du fisc et qui s'est suicidé. Scipion de Salme, peut-être que vous pouvez réagir là-dessus. Moi, je pense aussi que c'est une histoire de saigner les Français à blanc, ceux qui gagnent pas beaucoup d'argent, ne pas se concentrer sur les dealers en banlieue, ne pas se concentrer sur des entreprises comme le Bon Coin qui grattent des millions d'euros sans jamais rien déclarer. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a une forme d'harcèlement envers le Français de la classe moyenne ou de la classe pauvre? Si, il y a harcèlement des Français authentiques, hein. C'est ça d'ailleurs le comble, c'est que le système qui est si complaisant envers les délinquants et même les criminels, hein, il faut le dire, hein, les trafiquants de drogue, la drogue, ça tue les gens, hein, à petit feu, mais enfin, ça tue les gens et ils sont très agressifs entre eux. Donc il y a une complaisance formidable avec les criminels et on accable les Français ou les chercheurs historiques dissidents ou tout simplement le contribuable, hein, puisque donc le fisc peut être abominable quand il décide de couler une entreprise, hein. Donc, ça, c'est vraiment terrible et c'est un drame, disons, qui a attiré l'attention du public, hein, mais c'est révélateur en effet du fait que les Français sont les premiers persécutés dans leur pays. Ou même chose, hein, pour les fraudeurs à la sécurité sociale, on ira créer des montagnes d'embêtements à des Français qui sont soupçonnés souvent un peu légèrement ou qui ont fait des erreurs bénignes. Et il y a des profiteurs qui volent des centaines de milliers d'euros et qui sont condamnés à rembourser des dizaines de milliers. Enfin, des histoires absolument ubuesques, totalement folles. Donc le système politique et judiciaire est complètement fou, carnavalesque, comme disait notre correspondant de la Manche. Là, c'est vraiment le terme. Alors après, quand on le subit, c'est extrêmement désagréable. Donc il faudrait vraiment que le PDF arrive aux affaires pour remettre la France à l'endroit dans absolument tous les domaines. Merci beaucoup Scipion. Victor, un avis? Oui, tout à fait. Alors, je tiens à revenir sur ce que vient de dire Scipion lorsqu'il parlait de l'abomination avec laquelle le fisc peut faire couler une entreprise, et c'est tout très juste. Je le constate d'ailleurs au quotidien, car dans le cadre de mon travail, je suis amené, pour une petite entreprise, à traiter de questions relatives notamment aux déclarations d'impôts, de TVA, et puis de questions administratives et réglementaires en général. Et le fisc, ou que ce soit les impôts, l'inspection du travail ou autres, ce sont des outils de répression politique, avant tout. On a une réglementation qui est tellement dense, qui est un tel millefeuille, que si on cherche bien, absolument toutes les PME sont en tort, au moins sur quelque chose. Il y a au moins quelques factures qui manquent pour une déclaration d'impôt, il y a au moins un ou deux règlements, je ne sais pas moi, relatifs à l'hygiène ou à la sécurité qui ne sont pas respectés. Si on fouille bien, on peut couler n'importe qui, on peut obtenir la fermeture administrative de n'importe qui. Donc on est réellement dans un régime de droit souple où on envoie les impôts dans une entreprise parce qu'elle nous a fait chier. Parce que voilà, on a voulu avoir un marché public, une entreprise nous fait concurrence, du coup on appelle un contact qu'on a aux impôts pour aller examiner de plus près les comptes de cette entreprise jusqu'à trouver une irrégularité, laquelle adviendra forcément à un moment donné. Donc, carnavalesque, c'est encore le mot, car on crée du droit qui n'a pas vocation à s'appliquer pour tout le monde, mais uniquement à être présent comme un bâton pour intimider des individus ou des structures, comme des entreprises ou des associations, à un moment donné. La mort de cette personne est bien évidemment regrettable, je ne cautionne absolument pas l'action violente qui est à son origine, mais il faut aussi comprendre qu'on est dans un contexte où les entrepreneurs et
les artisans, les indépendants en général sont littéralement écrasés de taxes par l'État, et en plus de ça, ne sont que très rarement dans une position où ils peuvent être tout à fait en règle, donc on peut librement s'acharner sur eux si on fouille suffisamment. Merci Victor. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, Victor Gilardet, que vous êtes intéressé par la politique américaine. Vous n'êtes pas sans savoir que Donald Trump est de retour sur Twitter. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Avec Elon Musk en plus qui liquide tous les cadres LGBT et trans de l'entreprise. Alors, je pense que c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où on a un Trump qui est plus bourrin entre guillemets que jamais. Il a de moins en moins de filtres avec le temps qui passe. Je pense qu'il a été fortement échaudé par le vol, que dis-je, le braquage à main armée qui a été la défaite de 2020. Donc, pour la liberté d'expression et pour le camp, entre guillemets, populiste, anti-système, c'est une très bonne nouvelle. Son retour sur Twitter, car il traîne avec lui toute une frange du Parti républicain qui est beaucoup moins institutionnelle, beaucoup moins inhibée, qui a beaucoup moins de filtres que ce qu'il ne peut y avoir autour de Ron DeSantis. Je sais que DeSantis était vu comme le favori, mais j'incite tout le monde à la prudence le concernant, car on observe tout de même un système médiatique qui était extrêmement hostile à Trump en 2016, mettre en avant Ron DeSantis comme une alternative viable et même civiquement acceptable. Donc, je pense que ça en dit long sur ce qu'est le personnage, et ne voulant néanmoins pas médire sur ses accomplissements, il est vrai qu'au niveau local, il a fait beaucoup, notamment dans son État qu'est la Floride. Je pense qu'il est encore une fois plus sage de regarder du côté de Trump pour souhaiter d'éventuels basculements et autres bouleversements dans la politique américaine. On a vu notamment récemment Kanye West qui est allé parler avec Trump pour discuter des élections de 2027. Kanye West qui était sur une pente, bon, je ne m'étalerai pas là-dessus ici, car nous sommes, comme tu l'as précisé en début d'émission, sous le coup de la loi française, mais qui est sur une pente intéressante, du moins. Donc, je continue de penser que Trump est l'artisan d'une fracture des plafonds de verre, d'une fracture de l'ordre établi et du politiquement correct, et qu'il est important de continuer, tant qu'il est actif dans ce sens, à le soutenir. Effectivement, nous sommes sous le coup de la loi, c'est bien de le rappeler. D'ailleurs, j'en profite pour dire effectivement qu'il y a un groupe démocratie participative qui regroupe les articles, les émissions publiées sur le site qui nous écoutent. Merci les gars de nous ramener la DGSI, c'est très sympathique. Non, je plaisante. Merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à faire un petit tour sur leur canal si vous le souhaitez. Et vous, Scipion de Salm, vous avez suivi la politique des Américains jusqu'en 2024 plutôt Trump? À 2 ans d'une élection présidentielle, on s'est toujours beaucoup trompé, hein. Trump peut être coulé notamment pour des affaires fiscales, hein. Ce qui existe en France existe aussi aux États-Unis. Il a créé de nombreuses fondations. C'est un statut, alors là aussi, extrêmement particulier, et il peut vraiment être coulé pour ce genre de choses. Maintenant, Trump a une personnalité plutôt sympathique, au bilan réel modéré, hein. Il n'a pas construit son fameux mur, hein. Bon, on attend qu'il soit réélu pour le faire. Mais bon, ce qui est positif malgré tout avec l'histoire de Trump de retour sur Twitter, encore qu'il faudrait qu'il regazouille, hein. Je ne sais pas s'il a personnellement regazouillé, hein. J'ai pas vu en tout cas pour l'instant, mais c'est au moins le léger recul de la police de la pensée, parce que c'est une personnalité majeure de la politique américaine. Un ancien président, il était censuré. Donc c'est ce que disaient les observateurs. D'ailleurs, de nos milieux, si même Trump est censuré, alors nous qui pesons rien par rapport à un ancien président des États-Unis, on nous supprime immédiatement. Donc peut-être qu'avec Elon Musk, on sera moins censuré, donc tant mieux, hein. Peut-être que mon compte va survivre, hein. Alors j'ai une astuce pour mon compte Twitter, j'ai la moitié de chiens japonais, c'est ma grande passion, ça me permet de passer la censure. Mais sinon, il faut toujours se méfier, nous ne sommes pas arrivés à l'ère de la liberté. On passe d'un excès à l'autre, d'une censure tatillonne et hystérique. L'ami Thomas Joly a été censuré pour avoir simplement énoncé
des faits de façon pudique, sobre et sans aller sur les questions interdites, hein, il y a à peu près 2 mois. Donc on espère un recul de la censure, mais enfin ça ne sera pas encore, la liberté de parole, alors que c'est fondamental, hein, simplement, pour, se former une opinion de manière libre, il faut pouvoir échanger. Échanger, sans insulter les gens, mais enfin vraiment échanger et sans qu'il y ait des questions interdites. Merci Scipion pour votre réponse. Et d'ailleurs, justement, vous parliez de votre chien. Ça me rappelle que vous disiez que Marine Le Pen devrait tenir un refuge pour chats. Alors personnellement, j'ai un chat et j'aurais très peur de lui confier mon chat parce que j'ai peur que mon chat devienne de gauche. Donc j'éviterais ce risque personnellement. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire d'Océan Viking. Alors, il y a eu énormément de rebondissements. Un coup, la France les veut pas, un coup, l'Italie les envoie, un coup, bon, la France dit on va les prendre quand même parce que nous sommes le pays européen qui aideront l'Afrique. C'est bien connu. 40 000, c'est le nombre de mineurs isolés qui sont bien souvent ni mineurs ni isolés. 50 000, c'est ce qu'on leur verse, 40 euros par jour. Est-ce que Victor de la Gillardet, la France, ne financerait pas finalement sa propre submersion migratoire? Bien, bon, je pense que je ne dis pas que tu enfonces des portes ouvertes, mais je pense que c'est un fait qui est plus ou moins admis dans nos milieux maintenant, qu'effectivement on finance notre propre destruction, notre propre disparition. Concernant l'Océan Viking en lui-même, c'est encore une incompréhensible manœuvre diplomatique de Macron vis-à-vis de l'Europe, qui parlait de fermeté il y a encore 6 mois, puis qui accepte l'Océan Viking maintenant. Enfin, c'est des cafouillages invraisemblables. On a des pays membres de l'UE qui violent le droit européen volontiers sur les questions migratoires quand ça les arrange, et la France devrait être la seule à jouer selon les règles de son propre jeu. Enfin, c'est encore des fantasmes de hauts fonctionnaires qui s'imaginent qu'en agissant d'une certaine façon, ils se mettent dans les faveurs de Bruxelles et peuvent donc exiger ensuite certaines choses. Enfin, je pense même pas qu'il faut y voir. Bon, alors, il y a effectivement quelque chose de malfaisant, mais je ne pense même pas qu'il faut y voir beaucoup plus que des improvisations hasardeuses au jour le jour de la part de politiciens qui manquent de courage politique et qui n'ont pas de volonté réelle de s'opposer à la manne migratoire, si tant est qu'elle ne vient pas camper en bas de chez eux. Je parlais de Ron DeSantis tout à l'heure. Il serait intéressant, bon, malheureusement, à une échelle locale, on a beaucoup moins de prérogatives que les élus ont beaucoup moins de prérogatives qu'aux États-Unis, mais c'est cette stratégie qu'il avait développée d'envoyer des migrants camper en bas, littéralement dans le jardin des riches démocrates était absolument fantastique. Et je plaide pour que tous ces donneurs de leçons hébergent les migrants eux-mêmes à leurs frais chez eux. Et vous, Scipion, vous êtes heureux que la France soit le premier pays terre d'accueil d'Europe? Non, non, pas du tout. La France est de plus en plus invivable, hein. Moi qui dois être le plus âgé, ce soir, hein, je peux dire que j'ai vu la dégradation, continue des choses, y compris l'ouest de la France qui était assez épargné et j'ai vu en 10 ans, hein, dans les années 2010, à quel point Nantes se transforme, littéralement en dépotoir, hein, puisque, ces fameux migrants, se clochardisent et ça donne à tous les trafics au centre de Nantes. Donc c'était une ville magnifique, tranquille. Et maintenant, même moi, je sortirai plus la nuit dans Nantes, hein. Bon, déjà, il pleut un soir sur deux, mais même sans ça, la sécurité pose question désormais. Donc il y a un vrai problème. Et notons au passage, bon, Macron, c'est un cas pathologique, hein, on sait que son idéal esthétique, c'est des hommes noirs musclés. Bon, ça joue aussi, hein, à ce niveau-là. Faut voir qu'il a épousé sa mère. Enfin, c'est le seul cas où Freud s'appliquerait, quoi. Je suis tout sauf un penseur freudien, mais Macron, c'est le seul cas où ça s'appliquerait. Et enfin, notons la perversion de l'histoire d'Europe, hein, avec ce fameux bateau Ocean Viking. Donc les Vikings, c'était des fiers guerriers scandinaves qui allaient notamment piller le monde arabe, hein. Et maintenant, c'est exactement le contraire. On fait venir
des populations qui se répandent en Europe. Et si on peut se permettre une référence bibliographique, c'est exactement le scénario du camp des Saints de Jean Raspail, hein, qui avait vu ça avec 50 ans d'avance dans les années 1970. Et on vit le camp des Saints avec une passivité totale. Il y aura un bateau, il y en aura 10, il y en aura 15. Donc il est vraiment temps qu'une réaction nationale ait lieu, puisque on est en train de vivre ce scénario calamiteux écrit avec son talent par Jean Raspail. Merci beaucoup, Scipion, pour vos réponses. Bah, écoutez, moi j'ai abordé toutes les questions que je souhaite aborder avec vous. J'ai prévu évidemment un temps pour les auditeurs, parce que je suis persuadé que les auditeurs voudront poser des questions concernant les croisades et peut-être même concernant l'actualité. Je les laisse lever la main, vous êtes peut-être des habitués, il vous suffit de lever la main et je vous pose les questions. Je profite de ce petit moment, le temps que la première personne se dévoue, ce qui est toujours un petit peu compliqué pour vous remercier tous les deux. Merci beaucoup Scipion, je vous accueille très souvent, à chaque fois vous faites des prises de parole de qualité, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et de vous voir lors de récents événements comme par exemple la synthèse nationale. Merci beaucoup Scipion. Merci à vous, merci à tous. Et Victor aussi, que je croise de temps en temps à des événements du Parti de la France, je vous remercie pour vos bons mots. Pour vos bons mots ce soir, comme la dernière fois où je vous avais invité, je crois, il y a 2-3 mois, il me semble à peu près. C'était au moment des législatives, oui, tout à fait. Enfin, peu après, en tout cas. Ah, il y a mon chat qui miaule. Excusez-moi. En tout cas, j'attends qu'il y ait quelqu'un qui pose une question. J'en profite peut-être pour Scipion. Scipion, si vous voulez préciser quelque chose durant l'histoire, c'est le moment. C'est le moment, si vous voulez préciser quelque chose concernant les croisades. Oui, il y a une leçon toute simple qui est la démographie, hein. Les croisés en Terre Sainte étaient beaucoup trop peu nombreux. Il y avait 5% de croisés à titre définitif. Il y avait donc un quart de chrétiens, ça faisait 30% de la population, face à 70% de musulmans hostiles. Il a suffi d'un grand militaire en face, à savoir Saladin, pour avoir un basculement complet. Donc au-delà de l'héroïsme militaire, du talent politique, il faut rappeler que la démographie est toujours absolument essentielle pour comprendre l'histoire. Merci beaucoup, Scipion. D'ailleurs, je rappelle que vous m'avez envoyé une bibliographie, une liste de 3 livres. Je les publierai dans les commentaires du canal du Parti de la France, puisque cette émission sera disponible en rediffusion directement sur le canal du Parti de la France Telegram, ainsi que sur notre chaîne YouTube le lendemain matin. A priori, oui, je le publierai demain matin. Donc vous pourrez la partager si vous le souhaitez et parler de l'émission autour de vous. La semaine prochaine, j'en profite pour parler de la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est déjà bouclé. Ce sera Jonathan Sturel ainsi que Cassandre Fristo et nous parlerons de l'avortement, de sa canonisation, j'ai envie de dire, dans la Constitution et toutes les dérives qui y entourent, le remboursement, la démographie, la morale, etc. Et évidemment, la question spirituelle et religieuse. Je vois qu'il n'y a pas de... Ah, il y a une question. Francis qui pose une question. Je vous autorise à prendre la parole, Francis. Exprimez-vous. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le petit bouton bleu qui est au milieu de l'écran. Bon, je crois que notre ami a du mal à appuyer sur le bouton bleu. Ah, c'est quelqu'un d'autre a une question. Écoutez, Francis, je vous coupe le micro. Vous pouvez redemander la parole à tout moment. En attendant, je la donne à Bardamuka. Bardamuka qui est un habitué. Bonsoir Bardamuka, je vous autorise à parler. Voilà, bonsoir Alexandre, bonsoir à nos invités. Alors j'ai pris l'émission un peu en retard. Concernant Scipion, je préciserai aussi qu'il fait d'excellents articles dans la revue Réfléchir et Agir, que je conseille à tout le monde de lire, hein, qui est quand même une revue nationaliste, on va dire, oui, nationaliste révolutionnaire, de toute tendance un peu, et qui est excellente. Donc abonnez-vous, lisez Rivarol, mais abonnez-vous aussi et lisez Réfléchir et Agir. Voilà, c'était pour la petite anecdote d'introduction. Et concernant les impôts,
Alors, il va me faire très très mal de dire ça, mais il faut reconnaître que Macron a fait une réforme qui est pas très bête. Et il me pèse de dire ça, attention, hein, c'est que il y a eu le droit à l'erreur. Ça, c'était quand même bien en cas d'erreur, hein, au niveau du fisc. Bon, il n'y en aura qu'une, mais ça, il faut reconnaître que pour le coup, quand on est, on va dire, intellectuellement honnête, il faut reconnaître ce que le camp ennemi a fait de bien parfois. Je dis bien parfois. Et pour ma petite question, elle va être totalement hors sujet, hein, parce que niveau croisade, je reconnais, je suis un cuistre. Je voulais demander à mes invités, aux invités, pardon, comment, comment ils sentent la suite des événements en France d'un point de vue économique, social. L'exemple de l'agent fiscal qui s'est fait tuer, je pense que ça montre une exaspération du français qui en a ras le bobol, comme on le dit si bien. Euh, Moi, je commence à m'inquiéter pour 2023, avec tous les signes économiques. Je travaille aussi dans l'industrie. C'est épouvantable. Et je voulais avoir l'avis des deux invités, même votre avis, Alexandra. Eh ben écoutez, je Voilà. donnerai en dernier. Et je vous entends dire, mes invités, j'ai l'impression que vous voulez devenir animateur. Je Ah plaisante. non, 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 du tout, du tout, Je du tout, plaisante, du je tout. Non, plaisante. non, non, non. Mais écoutez, je donne la parole à Scipion, puis à Victor, et je rajouterai si je trouve que mon opinion n'est pas représentée. Scipion, je vous écoute. Oui, ben merci à Monsieur Bardamu pour la publicité, hein, ce que j'ai pas osé faire personnellement par décence. Hein, mais enfin, faut lire Rivarol et réfléchir et agir, en effet. On en vit très modestement, mais enfin, on essaye d'en vivre. Hein, donc c'est un mot aimable et sincère, ça fait toujours plaisir. En ce qui concerne les impôts, de leçon d'historien, les contribuables ont toujours détesté payer les impôts. Donc les agents du fisc assassinés, il y en a plein sous Louis XIV. C'est pourtant une période qui peut nous sembler idéale rétrospectivement, mais il y a eu des centaines d'agents du fisc qui ont été régulièrement assassinés sous Louis XIV. Hein. Donc c'était tragique. Pourtant un gouvernement légitime, raisonnable à tout point de vue, mais enfin ça, il y a, disons, toujours des mouvements d'humeur, et que Macron ait une compétence technique. Je crois qu'il était dans la banque Rothschild, on ne s'étendra pas, mais quand même, donc il maîtrise techniquement les questions financières, oui. Qu'il y ait quelques petites améliorations, disons ponctuelles pour le contribuable, pourquoi pas, mais il y a un esprit général qui est toujours de prendre l'argent des Français pour le donner à des populations venues d'ailleurs. Un mouvement général, c'est littéralement ça, avec le coût net de l'immigration, c'est de l'ordre de 120 milliards d'euros. Et j'insiste coût net, hein, parce qu'il y en a qui travaillent, qui payent aussi leurs impôts, mais le coût net est absolument énorme et insoutenable sur le long terme. Donc ça, c'est vrai. Je pense qu'un jour ou l'autre, on finira par faire faillite. On est à 120% du PIB d'endettement public. En général, un pays africain, quand il arrive à 80%, il fait faillite. Donc, on ressemble de plus en plus à un pays africain. Ça finira par nous arriver, je pense, vers 150% du PIB, et on y va doucement. Surtout que je pense que la zone euro finira par éclater, la zone euro et l'Union européenne, ce qui créera des perturbations financières et économiques considérables. Bon, je m'arrête là parce que la tentation, c'est de donner des dates, et comme nos excellents prédécesseurs ont pu dire que la fin de la République, on en était sûr, c'était pour 1906. Bon, c'est pas littéralement, hein, c'est pas ce qu'on a vu. Donc je suis prudent pour les dates, pour les mécanismes précis, mais je pense qu'on se dirige vers la faillite, et on en est à se dire que c'est peut-être la seule chance de survie de la France face à l'immigration, c'est qu'on soit complètement ruiné et en faillite avant, et que beaucoup des populations venues d'ailleurs finiraient par repartir faute de rentabilité de la chose. Hein. Donc j'essaye de voir une lueur d'espoir dans cet avenir très sombre. Mais évidemment, j'ai de la sympathie pour notre industrie. Et je finirai là-dessus. On fait tout pour tuer l'industrie en France, alors que le gouvernement allemand est absolument détestable, qui promeut toutes les antivaleurs, y compris ce qu'on appelait jusqu'aux années 80 des mauvaises mœurs. Hein.
donc défend au moins ces entreprises allemandes. Le gouvernement italien essaye de défendre les entreprises italiennes, mais il arrive moins bien, mais le gouvernement français ne défend absolument pas les entreprises françaises. Et je trouve que ça, c'est aussi un scandale. Bon, le pire scandale est le grand remplacement, qui est, comment dirais-je, soutenu par le système, et un autre scandale est en effet la destruction continue de notre économie en lien avec l'idéologie écologiste. On a vu comment dirais-je, le cirque du climat à Sharm el-Sheikh. Dans 3 ans, de toute façon, nous serons tous morts à cause des catastrophes climatiques. Je n'y crois pas une seconde. Donc on fait tout pour détruire l'industrie européenne parce qu'elle le polluerait, pour faire simple, elle détruirait la planète, ce qui est totalement absurde. Donc je pense que une France sauvée, du moins sur la voie du salut, avec un vrai gouvernement nationaliste, aura 2 priorités simples, hein. L'agriculture, on n'en a pas parlé, mais puisqu'on fait de la politique générale, c'est fondamental, arriver à se nourrir et aider nos agriculteurs à survivre, parce qu'ils ont une vie très dure, ils ne gagnent absolument pas un revenu décent, et sauver aussi notre industrie. Ça, je tiens beaucoup à l'industrie. Donc ça, c'est vraiment les 2 grandes base de toute économie saine. Moi, j'ai grandi dans les années 90, on nous a sommés avec les services, avec Internet, qu'il y aurait une économie totalement virtuelle et prospère. On ne sait pas vraiment ce qui s'est produit. Merci Scipio pour votre réponse. Victor, je vous laisse enchaîner et ensuite je donnerai mon opinion également. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'a dit Scipion, notamment à une échelle, sans dire lointaine, macroéconomique. Évidemment, on va vers une faillite inévitable si on continue sur cette pente. Plus concrètement, ce que ça va impliquer pour moi dans un premier temps, c'est que pour répondre à cette faillite croissante de l'État, plutôt que de remettre en question le modèle migratoire, ce que vont faire nos gouvernements, c'est qu'ils vont continuer d'appuyer une privatisation, une mise aux enchères des pouvoirs régaliens à tous les niveaux. C'est-à-dire, on parlait d'éducation tout à l'heure, il y a déjà une privatisation non assumée de l'éducation nationale qui s'opère, c'est-à-dire que l'enseignement privé cartonne pendant que le public est complètement déserté et n'a plus de moyens. Et je pense que ça va aller grandissant dans différents domaines, c'est-à-dire que forcément, si on a des dépenses publiques qui augmentent, il faut que les recettes publiques augmentent. L'ennui, c'est qu'on est déjà en train de tirer à bout, vraiment, de pousser à bout les gens au point qu'ils se remettent à commettre des actes désespérés comme ce brocanteur dont on parlait tout à l'heure. Donc, ils vont aller chercher l'argent là où il est pour continuer d'entretenir un modèle qui n'est pas périn. Donc, voilà, en privatisant, en continuant de vendre aussi des entreprises stratégiques. On a vu avec ça avec Excelia récemment, qui est toujours, mais bon, qui va être vendu aux Américains, qui est un fleuron de l'électronique de pointe française, notamment pour les systèmes embarqués sur les Rafales, les sous-marins et le complexe militaro-industriel en général. Donc, on parlait d'industrie, là aussi, il faut s'attendre à aucune clémence ni aucun effort de solidarité de la part du gouvernement qui va continuer de subventionner amplement des usines à gaz qui ne donnent rien et de vendre tout ce qui est rentable pour espérer de gagner un peu de temps sur son inévitable faillite à terme. Merci vous deux pour vos réponses. Si je dois répondre aussi, puisque la réponse m'a été également adressée, Bardamouka. Je ne sais pas si vous aviez vu mon entretien avec Epona, mais globalement, je reste sur cette position, c'est-à-dire que je fais partie de la génération jeune relativement pessimiste concernant les questions économiques. Je n'ai pas connu les belles années, je n'ai pas connu les 30 glorieuses, je n'ai pas connu les années plutôt tranquilles des années 80-90. Non, on n'a connu que la décroissance, je n'ai connu que l'euro, par exemple. Et surtout, je maintiens ce point, Scipion parlait d'industrialisation de la France, d'industrie, on perd tout de plus en plus, on perd tout au profit de l'Allemagne ou alors des Pays-Bas. Peugeot, par exemple, Peugeot aujourd'hui, ce n'est plus français, en tout cas Peugeot Automobile, Lapierre aussi, les deux, ce sont hollandais. Donc c'est quand même assez compliqué, si vous voulez, de faire face en plus à des crises qui se succèdent, la Covid ainsi que l'Ukraine et d'autres évidemment qui vont venir, si de notre côté, nous n'avons absolument plus aucune force. Si nous dépendons de l'extérieur, ça ne va pas.
Et quand la crise arrivera, parce que je suis persuadé qu'elle arrivera, et de toute façon, on ne peut pas la dater, et là aussi je suis d'accord avec Scipion, c'est assez compliqué de se projeter, mais on s'en rendra assez vite compte quand il manquera la moitié des articles dans les magasins, parce que ce sera trop cher d'un point de vue électricité de produire ce qu'on veut vendre. Donc on s'en rendra compte bien assez tôt. Là, pourra se succéder évidemment le pillage, parce que tout ramène à ce sujet, à savoir l'immigration. Je n'ai absolument pas confiance en mes voisins qui sont à 80% sombres, je vous fais pas un dessin, d'Afrique, ou les Arabes, les musulmans, et cetera, qui, eux, ne se gêneront absolument pas pour piller vos ressources. Et comme disait Pierre-Nicolas Nupes, ne comptez pas sur l'État français ainsi que sur la police pour vous aider. Ne comptez jamais sur eux. Et d'ailleurs, je crois savoir actuellement, informations à prendre avec des pincettes bien évidemment, mais qui sont relativement fiables, que je ne peux pas donner, l'armée actuellement se prépare déjà à un potentiel conflit de guerre civile. Ils sont déjà entraînés à faire face à cette situation. Donc si l'armée s'entraîne face à ça, c'est que c'est quelque chose non seulement de probable, mais qui est très pris au sérieux par les autorités. Donc très pessimiste, effectivement, très pessimiste. Je ne sais pas si c'est légal ce que je viens de dire sur les Africains, les musulmans, etc. Mais je tiens à dire que je ne les mets pas tous dans le même panier. Je ne les dis pas que pour des raisons légales, mais par contre je les mets dans le même avion, peu importe où va l'avion, du moment que c'est hors de France. J'espère avoir répondu à votre question, Bardamuka. Donc discours assez pessimiste, mais bon, nous nous retrouvons, nous serons forts, nous serons solidaires, nous serons des petits clans, et nous survivrons à cette étape. Ça, j'en suis persuadé par contre. Si je peux finir sur une note positive, je suis persuadé que nous ne mourrons pas à ce moment-là. Ça va vous? Ça va Victor? Très bien. C'est une vue un peu négative, effectivement, mais bon, il est vrai que la thèse d'un long pourrissement est à ce stade plus probable que celle d'un relèvement brusque, mais bon, il est important d'espérer, il est important d'agir, il est important de continuer à croire, tout en ayant considéré cela. Je fais la distinction un petit peu à l'instar de Yanis Morio qui a fait son entretien dimanche dernier avec Epona. Je distingue beaucoup espérer et croire. Espérer, il le faut. Je ne peux plus citer le nombre incroyable de personnes qui ont dit qu'il ne faut pas espérer, Saint Paul, Charles Maurras, etc., qu'il ne faut jamais désespérer, que c'est une bêtise. Cependant, entre croire et espérer, il y a quand même 2 grands pas. Et voilà, c'est juste la petite distinction. J'en profite également pour vous dire que le Faf and Curious de ma personne paraîtra dimanche prochain sur la chaîne YouTube. Ne manquez pas ce rendez-vous, ça peut être intéressant. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, sinon je vais conclure l'émission, parce que nous sommes 1h30 d'émission, c'est dans la moyenne. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais bientôt la conclure. Pendant que je fais mes phrases de conclusion, n'hésitez pas si vous voulez lever la main. Je vous remercie une nouvelle fois, une troisième fois, Scipion et Marc Casanova qui pose une question. Je pense que ce sera la dernière d'ailleurs. Ça fera deux questions. Marc Casanova, je vous prie de poser votre question en appuyant sur le petit bouton bleu. Ah, c'est bon. On vous Allô? entend, hein, Marc Casanova. Parfait. Oui, merci beaucoup. La question va être très très simple. Qu'est devenu le trou dans la couche d'ozone? C'est un sujet qui avait défrayé la chronique il y a quelques années. Et puis, semble-t-il, la planète va beaucoup mieux et le trou de la couche d'ozone a disparu. Est-ce qu'il y aurait une réponse à cette énigme écologico-politico autocentrée? Ah, c'est les chemtrails, t'inquiète. Non, je plaisante. Bien sûr, Scipion, je vous laisse répondre à cette question si vous l'avez. Oui, oui, ça c'est le grand thème des années 1980, hein, la couche d'ozone, et on devait tous mourir puisque la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique se réduisait, et il y avait des scénarios comme quoi elle finirait par disparaître de la surface de la Terre, et la couche d'ozone, l'ozone dans la haute atmosphère nous protège d'une partie des rayonnements solaires, hein, c'est ce qui nous permet de vivre.
Et en fait, la couche d'ozone, elle est toujours mince au-dessus de l'Antarctique, hein. Mais il se trouve que ça ne gêne en rien l'espèce humaine parce que personne n'habite en Antarctique, hein. Voilà la réponse simple à la question. Puis quant à son extension, elle ne s'est pas étendue, hein. Le trou dans la couche d'ozone ne s'est pas étendu du tout. Alors, il y a deux explications. Peut-être parce qu'on a arrêté d'émettre des gaz qui auraient détruit la couche d'ozone. Ça, en fait, on n'en sait rien. Soit c'est tout simplement un phénomène naturel, on s'en est aperçu du trou dans la couche, mais il aurait peut-être toujours été là. Donc ça aussi, contrairement aux prophètes d'Apocalypse ou ceux qui croient tout détenir, qui invoquent la science avec un S majuscule, que ce soit pour la couche d'ozone, pour la Covid, pour le climat ou le soi-disant péril climatique. Rappelons que la science n'est pas une religion, justement, elle est dans le questionnement, dans les expériences, dans les observations, et c'est comme ça que la science réelle progresse. Merci beaucoup Scipion, décidément très doué dans tous les domaines. On est passé des croisades à la couche d'ozone. Bah écoutez, moi je ne sais pas qui est cet ozone, mais s'il faut changer ses couches, changeons-les. Blague à part, je vous remercie tous les deux d'avoir été très bons dans cette émission comme à votre habitude. Nous allons conclure ici. Merci à Marc Casanova et Bardamuka pour vos questions. Je vous souhaite une très bonne soirée et bien évidemment rediffusion demain sur YouTube et directement aujourd'hui sur le canal Telegram. À dimanche pour mon Faf & Curious et à la semaine prochaine avec Cassandre Fristo et Jonathan Fosturel pour une émission sur l'avortement. Je vous laisse les mots de la fin. Bonne soirée à vous. Bonne soirée Alexandre. Bonne soirée Alexandre, bonsoir à tous. Pour le dernier mot de la fin, alors je reste évidemment dans le cadre de la loi. J'attire l'attention de tout le monde ici sur le destin tragique d'un certain historien captif en Écosse. Et à l'heure où nous parlons, il est plus que probable que sa procédure d'extradition ne sera pas suivie d'effet. Donc, il y a lieu de se réjouir, tant les combats pour la liberté d'expression qu'ils touchent à des champs historiques et mémoriels ou politiques et contemporains se rejoignent à mon sens au sein du combat national. Bonne soirée à tous. Absolument, nous soutenons, excusez-moi, normalement c'est cette mot de la fin, mais nous soutenons bien sûr Vincent Renoir pour ce qui lui arrive. L'Écosse, la négation, vous savez, du fameux chiffre et du fameux événement de la Seconde Guerre mondiale, en Écosse, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un délit, ce n'est pas illégal. Donc à voir si ça suffit pour éviter l'extradition. Mais bien évidemment, soutenir Vincent Renoir, je pense en tout cas que nous ne devons pas être condamnés pour des pensées, pour des opinions ou pour des propos. Mais bon, bonne soirée en tout cas, et à la semaine prochaine.